Amis visiteurs, bonjour et bienvenue dans la réserve. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet histoire et science-fiction. Ça ne sera pas le dernier, mais vous allez voir qu'on va prendre celui-ci un peu par un autre bout que la première vidéo. Est-ce que vous saviez que la série The Mandalorian est bourrée de références historiques? Plus largement, l'univers de Star Wars a littéralement été construit avec des références et des objets historiques plus ou moins habilement camouflés. Et la série de notre Mando préféré ne fait absolument pas exception. Après, je vais pas vous mentir, quand je me suis lancé à revoir la série, je m'attendais pas à en trouver autant, dans tous les sens. Vraiment, j'ai récolté 5 pages de références et de clins d'œil juste en notes. Donc accrochez-vous à vos sièges, on va passer en vitesse lumière pour un petit top des références historiques dans The Mandalorian. Plutôt une longue liste un peu complète. Les blasters. Bon ça, c'est peut-être le plus connu. En dehors de quelques exceptions notables comme le fusil du Mandalorien, l'intégralité de tous les blasters sont des armes à feu modifiées. Et je dis bien tous les blasters, de tout Star Wars d'ailleurs. L'exemple le plus connu de l'univers, c'est celui de Han Solo, basé sur un des pistolets les plus célèbres de tous les temps, le Mauser C96, avec sa forme carrée si caractéristique. Mais le blaster de notre Mandalorien n'est pas en reste, puisqu'il est repris d'une base de Bergmann 1896. Oui, c'est un pistolet du 19e siècle, oui, assez peu connu, mais très élégant. De la même manière, les blasters impériaux très classiques sont repris du pistolet mitrailleur Sterling britannique qui, en quelque sorte, succède au célébrissime Sten de la Seconde Guerre mondiale, une des armes les plus emblématiques du conflit. Et quand les Stormtroopers utilisent des mitrailleuses légères à la fin de la saison 1, c'est un dérivé de la mitrailleuse légère britannique de la Première Guerre mondiale, la Lewis. D'ailleurs, si le robot chasseur de primes IG-88 utilise un blaster impérial dans une main, dans l'autre main, il a un autre blaster, créé à partir d'un Sturmgewehr 44, le fusil d'assaut allemand conçu pendant la Seconde Guerre mondiale, et considéré comme un des premiers fusils d'assaut à avoir été produit en grand nombre. Et vous pouvez faire ça avec l'intégralité des armes de l'univers. Tenez, faisons un petit jeu, vous vous souvenez de l'armurerie de Mando? On la voit dans Feu le Razor Crest dès le début de la série. Eh bien, il y a une quinzaine d'armes, toutes inspirées d'armes historiques plus ou moins anciennes. On y trouve des pistolets à air comprimé, des classiques, des lance-grenades, un flashball, un pistolet mitrailleur, le tout sur une période d'inspiration allant de la Première Guerre mondiale à la guerre froide, et des origines britanniques, américaines, italiennes ou allemandes. Tous les blasters de Star Wars, je vous ai dit, on peut tous les retrouver. Voilà, j'espère que vous avez compris l'idée des blasters, et en fait les inspirations viennent parfois d'assez loin, puisque les fusils Tusken là, par exemple, ce sont des armes inspirées des fusils à silex moyen-orientaux, Jezail et Mukalla, avec la crosse très reconnaissable. J'en profite d'ailleurs parce que je vous vois bien dans les commentaires, oui, il est dit au début de Star Wars que ça se passe dans une galaxie lointaine, il y a bien longtemps, et donc les petits malins disent que c'est de l'histoire. Mais n'oubliez pas qu'on ne sait pas vraiment qui raconte l'histoire, et que son passé est peut-être notre futur. Voilà. Donnez votre avis en commentaire. Allez, on continue. Je vous propose de rester dans le registre des armes pour parler un peu de tout ce qui est armes de corps à corps, avec bien entendu une évidence évidente. Les armes de corps à corps. Bon, évidemment, les sabres laser et le sabre noir, difficile de ne pas y voir des références à des armes historiques. Armes nobles d'une époque plus civilisée, comme on dit, l'univers Star Wars assume clairement le côté rétro de la chose. D'ailleurs, ces deux-là m'ont été fournis par Sabre Galactique, une boutique qui vend des sabres laser assez chouettes et accessibles, et qui sponsorise aujourd'hui cette vidéo. Comme son nom l'indique, Sabre Galactique est une boutique qui vend des modèles de sabres laser à destination des collectionneurs, des passionnés et des gens qui pratiquent le combat de démonstration. Et ben ça fait longtemps que je voulais en mettre un dans la réserve, parce que moi j'ai été élevé avec Star Wars, et ça m'a toujours donné très envie, à tel point qu'aujourd'hui je me demande comment j'ai fait pour m'en passer. Chaque fois que je passe devant, je me sens obligé de les allumer pour jouer 2 minutes avec. C'est vous dire, c'est vraiment drôle. Voilà. Il y a donc plusieurs modèles de sabres avec des réglages de couleurs, d'effets lumineux et sonores selon vos goûts. Pour ma part, j'ai choisi un de leurs derniers modèles, le Stormchaser V2, qui va parfaitement avec un faisceau rouge, et le Silver Revenger pour une lame verte. Faut avouer que c'est du plus bel effet, et ça fait de chouettes vidéos dans le noir. Et puis les lames en polycarbonate permettent de faire de vrais combats et donner de vrais coups, avec des effets de percussion, et ça, c'est vraiment cool.
D'ailleurs, le Silver Revenger est une référence subtile à The Mandalorian et reprend le design du casque de Din Djarin sur sa poignée. Et comme si ça ne suffisait pas, ce beau design, Sabre Galactique fait une réduction de 20 € sur le prix du sabre pendant toute la diffusion de la saison 3 de la série, c'est-à-dire jusqu'au 19 avril. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je vous mets un lien en description pour avoir 10% de réduction sur la boutique avec le code Histoire appliquée 10. Ah, et il y a aussi 20 € de réduction sur leur tout nouveau modèle. C'est le sabre noir des Mandaloriens. Il reproduit les effets lumineux de la série, mais également les effets sonores quand on bouge la lame. Oui, je suis comme un gosse, ouais, clairement. Ah, franchement, si vous n'avez pas de sabre laser à 50 ans, vous avez loupé votre vie. Alors n'hésitez pas à vous laisser tenter, quitte à prendre de l'avance, hein, voilà. La boutique Sabre Galactique fête ses 3 ans avec pas mal de clients satisfaits. Les sabres arrivent en 2 à 3 jours en France, et vous pouvez même payer en 3 fois sans frais. Avouez que pour réaliser un rêve d'enfant, c'est quand même assez confortable. Merci à Sabre Galactique d'avoir sponsorisé cette vidéo bien dans le thème. Quant à moi, je vais devoir ranger ces sabres superbes et passer à la suite. Non, rangez, on a dit, rangez. Bon alors au-delà des sabres laser qui sont absolument magnifiques et du sabre noir qui ne l'est pas moins, dans la série, moi j'avoue que je suis tombé complètement amoureux de la lance en Beskar. ce petit ange parti beaucoup trop tôt. Enfin, je veux dire, utiliser une arme aussi symbolique, historiquement parlant, que la lance dans un univers de science-fiction, à quel point c'est pas super classe. Moi j'aime beaucoup, hein. Enfin, ça dit les lances entièrement en métal dans l'histoire, ça ne s'est pas beaucoup fait parce que c'est beaucoup trop lourd. En revanche, la pointe un peu réduite et la forme fuselée, cela rappelle le Soliferum celtibère. Les celtibères, ce sont les Celtes installés dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire en Espagne ou au Portugal. Et ces petits rigolos dans l'Antiquité, ils utilisaient un javelot entièrement en métal qui devait être un petit peu désagréable quand on se le prenait en pleine poire, en pleine bataille. Ça devait pas faire du bien. D'ailleurs, on parle du Beskar, mais en apparence, le métal mandalorien, objet de toutes les convoitises, c'est ce qu'on appelle du damas. Le damas, c'est un acier constitué de 2 aciers différents, entremêlés ensemble, ce qui lui donne cet aspect bicolore à motifs variés magnifiques. Et ça existe depuis des siècles chez nous, et c'est souvent considéré comme un métal meilleur que les autres. Parfois à tort, parfois à raison, on aura l'occasion d'en reparler. Alors on va passer sur toutes les gammes de couteaux, mais évidemment, tout le monde ou presque en a. Plus amusant, les gardes cochons verts, les gamoréens, eh bien ils utilisent des haches, mais on en voit également dans l'épisode 2 de la série, et ici et là dans les mains de personnages secondaires. C'est peut-être assez pratique pour le maintien de l'ordre, mais dans un univers où tout le monde utilise des blasters et des armes de corps à corps un peu spéciales, c'est quand même un peu chaud. Hein, voilà, leur forme est inspirée des bardiches du milieu du Moyen-Âge, exactement comme celle-ci. Tu t'es fait de pied. Dans l'épisode 7 de la saison 1, on voit un personnage utiliser un shuttle. C'est une arme originaire de l'ancienne Éthiopie qui ressemble à une grande faux et dont la forme permet des coupes faciles et dévastatrices. Les bâtons Tusken sont inspirés de plein de trucs combinés, c'est assez rigolo. On y retrouve un peu de la masse à ailettes, la masse la plus célèbre du Moyen-Âge. Donc voici un bien bel exemplaire. Voilà, généralement c'est à une main, hein, voilà, mais en mettre au bout d'un bâton, ça c'est fait aussi et je peux vous dire que ça tape. Ça tape. Sur certains modèles, notamment celui de Boba Fett qu'on verra plus tard, on a plutôt un casse-tête inspiré des populations natives américaines ou polynésiennes, avec une boule en bois dur et une pointe. D'ailleurs, j'ai peut-être la possibilité de faire une vidéo entière sur ces armes un peu particulières, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, et puis profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Dans l'épisode 3 de la saison 2, sur la lune de Trask, on y voit une chouette population à tête de poulpe qui reprend beaucoup d'éléments traditionnels de pêcheurs depuis des siècles notamment. Et quand on les voit sortir des armes, surprise surprise, là encore, ce sont des armes historiques. C'est d'ailleurs une des plus anciennes, une lame montée sur un bâton. Ça a porté plusieurs noms au Moyen-Âge, coutil, couteau de brèche, glaive. Ah non, rien à voir avec le glaive romain, c'est la joie de l'armement historique, parfois le même mot désigne des choses très différentes. Je vous parlerai de la rapière un jour à ce sujet, hein. Voilà. Chez les pêcheurs, on voit aussi des harpons qui font partie de la grande famille des armes de travail qui passaient facilement dans le domaine militaire. En voici un exemple tout simple de la fin de l'Empire romain, on appelle ça un spiculum. C'est dans cette grande famille qu'on retrouve également très classiquement les haches ou les outils de boucher par exemple. Les vêtements et les protections. Alors là, si vous aviez l'impression qu'avant c'était du détail, eh ben je peux vous garantir, accrochez-vous à vos chaussettes parce que ça va être la fête du slip. Hein.
Même si je sais pas s'ils ont des chaussettes ou des slips dans la série. Bref, vous vous souvenez des pêcheurs de la lune de Trask dont on parlait juste avant? Ils sont habillés en mélange d'habits traditionnels de pêcheurs entre le 19e et le 20e siècle. On y voit notamment le célèbre pull Aran irlandais qui va bientôt fêter son siècle d'existence, exactement le même genre de modèle que celui que je porte. Oui, alors l'éléphant au milieu de la pièce, c'est bien entendu l'armure du Mandalorien et de ses petits camarades. Le casque est directement inspiré des barbutes médiévales comme celle-ci, ou des casques corinthiens grecs comme celui-là. C'est d'ailleurs très visible sur les casques féminins, l'inspiration grecque. On a une approche de la symbolique chez les Mandaloriens qui est clairement appelée héraldique mandalorienne par certains, et qui descend clairement de l'héraldique médiévale en reprenant les codes visuels liés à l'histoire du porteur. Enfin, le simple fait d'avoir une armure, c'est quand même déjà une inspiration de thématiques historiques. D'ailleurs, il y a une amusante erreur de traduction dans la version française, puisque la forgeronne mandalorienne parle de pauldron lorsqu'elle va fabriquer ça pour Din Djarin. En français, on appelle ça une spalière, pauldron, c'est le terme anglais. Alors des casques mi-antiques, mi-médiévaux, on en revoit également dans l'épisode 4 de la première saison. Des méchants qui ressemblent à des orques en portent lors de l'attaque du village, des gentils pêcheurs de crevettes bleues. Alors ça peut être des barbutes, comme ça, ou des casques grecs qu'on appelle illyriens, ou encore d'un casque égyptien du milieu du Moyen-Âge, les formes se ressemblent assez. D'ailleurs, assez rigolo, on voit le chef avec une Winchester à un moment, un modèle de 1887, qu'on voyait aussi dans Terminator. Voilà. C'est cadeau, c'est l'anecdote qui passe toute seule. En termes de vêtements, on trouve des inspirations asiatiques, notamment japonaises, ce qui est un grand classique de Star Wars. Dans l'épisode 5 de la saison 2, les soldats ressemblent assez furieusement aux costumes un peu fantasmés des nettoyeurs de Tchernobyl. C'est les gens qui étaient plus ou moins volontaires qu'on a envoyés après l'explosion de la centrale soviétique de Tchernobyl en 1986 afin de sécuriser et nettoyer la zone sinistrée. Et dans le même épisode d'ailleurs, on a un joli jardin japonais qui reprend beaucoup d'éléments traditionnels aussi. Énormément d'objets sont issus des inspirations historiques de la guerre du Vietnam ou de la guerre froide et du bloc soviétique. C'est le cas par exemple des casquettes de mineurs de Mospelgo, de certains casques de tankistes qu'on retrouve assez volontiers sur des pilotes, et de beaucoup de cartouchières portées par les personnages ou des brelages, ou voilà, il y a plein de choses. Les brelages, ce sont des sortes d'éléments en cuir associés à la ceinture qui permettent de suspendre des accessoires. Dans un épisode, on aperçoit également des casques de mineurs ou des casques de chantier du siècle dernier, exactement comme celui-ci. Et les casques des artilleurs impériaux sont inspirés des casques de la fin du Moyen-Âge qu'on appelle des salades. Non, pardon, erreur d'accessoire, je reviens. Des casques donc qu'on appelle des salades. Voilà, avec l'arrière un peu long comme ça derrière, exactement comme sur mon casque. Le profil est assez clair. Voilà, c'est rigolo. On trouve aussi beaucoup de bottes qui sont des modèles historiques allant du Premier Empire à la Seconde Guerre mondiale, régulièrement aussi des blousons d'aviateurs en cuir inspirés des pilotes des deux guerres mondiales encore. En fait, la quasi-totalité des vêtements de Star Wars sont inspirés d'éléments historiques de diverses périodes et de diverses cultures. D'autres trucs. Comment ça, d'autres trucs? Ça vous suffit pas? Je viens de balancer plein de références là, des trucs dans tous les sens. Bon, d'accord, je vois que vous en avez pas assez aujourd'hui, alors allons-y pour quelques trucs en vrac. Les droïdes de protocole dont fait partie le célèbre C3PO semblent avoir deux inspirations majeures, un masque à gaz spécial de la Première Guerre mondiale et bien évidemment le film Metropolis de 1927 réalisé par Fritz Lang. Le droïde mercenaire IG-88 qu'on rencontre au début de la série a une tête un peu spéciale, qui est en fait un élément de chambre à combustion d'un avion britannique du siècle dernier, le Rolls-Royce Derwent de 1940. L'intégralité de Tatooine est construite avec un mélange de western et de construction africaine sur plusieurs périodes. D'ailleurs, les crachoirs dans les bars sont les modèles du 19e siècle, et on y trouve également d'étranges bouteilles avec des dispositifs sur le dessus. C'est ce qu'on appelle des bouteilles Seltzer. C'est un dispositif spécial assez répandu au 19 et 20e siècle pour faire de l'eau gazeuse. Les chasseurs impériaux, comme beaucoup d'autres éléments de vaisseaux de l'univers Star Wars, rappellent les tourelles ventrales de bombardiers B-17 de la Seconde Guerre. Bon après, les tourelles d'avions du siècle dernier, en général, on en retrouve montées un peu partout sur les vaisseaux de l'univers de Star Wars, c'est un classique. Les génériques de fin de chaque épisode ont des images d'arrière-plan qui reproduisent les effets un peu craquelés des tableaux historiques classiques, et ça vient de la peinture ou de vernis qui s'abîme avec le temps. Le combat de démonstration attaché à son adversaire pratiqué par Cara Dune, c'est quelque chose que l'on retrouve dans diverses cultures, peut-être dans quelques rares combats de gladiateurs, ou dans la zone scandinave et germanique. La baliste toscaine qu'on retrouve du côté de Boba Fett reprend le design de base des scorpions romains, mais en ajoutant des branches pour faire plus impressionnant et aller harponner le dragon des sables.
Bon là j'ai pris quasiment uniquement que les 2 premières saisons du Mandalorian. Enfin, si j'avais pris la saison 2 et demi, eh ben j'aurais encore trouvé des tonnes et des tonnes de références. Je crois qu'il y en a encore plus, voilà. Si, la saison 2 et demi de The Mandalorian. Vous savez, celle qui a été... c'était normalement la série d'un autre personnage, mais où Grogu et le Mandalorian volent toute la vedette sur à peu près la moitié de la série. Oui, je parle complètement du livre de Boba Fett, oui. Bref, je pourrais continuer comme ça pendant des heures et des heures. L'univers Star Wars est littéralement construit sur des références historiques, et le Mandalorian ne fait absolument pas exception à cette règle. J'ai beau avoir l'œil un peu affûté, je suis persuadé que j'en ai loupé, ou que, tout simplement, je connais pas toutes les références. Et c'est pas un hasard, c'est clairement assumé par les gens qui travaillent sur l'univers, depuis le début, parce qu'ils ont compris très vite que c'était un bon moyen d'avoir des choses un peu familières, pour ne pas perdre les gens, tout simplement, et des choses un peu originales, pour créer de l'exotisme, le tout saupoudré de technologie pour créer cet effet science-fiction et un univers complètement à part, très reconnaissable. La SF c'est comme la fantasy, ça sort pas de nulle part. Il faut poser un univers cohérent, crédible, avec sa propre logique, et le moyen le plus sûr d'y parvenir, c'est de composer quelque chose en détournant des éléments existants, ce que toute une part de la SF fait très bien sur les questions de physique, de chimie, de biologie. Mais à mon avis, et Star Wars est un excellent exemple pour ça, partir de l'histoire, de différentes inspirations culturelles de diverses époques, ça fait aussi beaucoup. Et vous savez quoi? Moi je trouve ça diablement efficace. Et vu le succès de la franchise, je ne suis visiblement pas le seul. J'espère que cette grande liste vous aura convaincu de l'intérêt des inspirations historiques, même pour les œuvres futuristes. Si vous voulez en apprendre un peu plus, je vous recommande de vous rendre sur la chaîne du copain Entrée en lice, qui a développé plus loin les parallèles entre combats historiques et sabres de l'univers de The Mandalorian. Bien entendu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Sabre Galactique qui fait de belles promos sur ses produits jusqu'à la fin de la saison de The Mandalorian, donc profitez-en. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez et commentez celle-ci si elle vous a intéressé, c'est toujours très important pour moi. Mais surtout, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.